Histoire de crime, un balado du journal. Les garçons, salut! Salut! Ça va? Ça va bien. Ben ouais, 13e édition du balado déjà. Il y a peut-être du monde qui nous découvre, sont chanceux. Vous êtes en retard. Ils ont du rattrapage à faire. C'est possible C'est de le faire sur le site du journal ou sur n'importe quelle appli d'écoute. De balado, Maxime Delan, Enchanté. Michael Nguyen. Allô? On est le trio original, hein, pour ceux qui nous écoutent puis qui apprécient ce qu'on fait. Grosse journée, Valérie Gontier au micro. On a un gros menu aujourd'hui parce qu'on va se parler d'un chauffeur qui plaidait coupable, là, parce que ça, on s'en rappelle, hein, c'est un individu qui avait happé une petite fille dans le centre-sud. La petite Maria. La petite Maria, une Ukrainienne. Une fraudeuse aussi, sans scrupules, qui a fraudé son patron. On en avait parlé la semaine dernière, puis l'actualité a fait en sorte que c'est revenu encore. Mais on commence avec toi, Maxime, parce que il y a eu le dénouement d'une enquête pour meurtre qui avait vraiment choqué la population. Là. C'est un meurtre crapuleux, celui de Jeannick Dalcourt. Ouais, puis le nom de Jeannick Dalcourt, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui vont dire oui, on s'en souvient. Jeannick Dalcourt, là, pour faire un petit résumé rapide des faits, on est le 21 octobre 2014, c'est le soir, dans le secteur du Vieux-Longueuil. Jeannick Dalcourt, elle a 23 ans, elle revient de travailler et elle marche sur une piste cyclable qui est mal éclairée. Elle retourne chez elle. Et là, elle est surprise par un individu armé d'une barre de métal. Il lui saute dessus, la frappe. Mais tu sais, c'était une agression sauvage. Elle a été battue à mort. Battue à mort. Et à l'époque, il y a un suspect qui a été arrêté dans les jours suivant cette agression-là. Puis c'est bien important parce que ce gars-là, c'est lui qui a été arrêté 10 ans plus tard, parce qu'il a été arrêté, lui, une première fois. Le gars, il s'appelle Michael McDuff Jalbert, pardon. Michael McDuff Jalbert. Lui, là, c'est lui qui était sur la piste cyclable le soir du meurtre. C'est lui qui a appelé au 911. Exact. Et c'est lui qui a parlé à l'opératrice du 911 et l'opératrice lui disait comment faire les premiers soins. Fait que c'est lui qui est soupçonné de l'avoir battu à mort à coups de barre de fer et après d'avoir tenté de la réanimer. Dès les premiers jours, on l'a soupçonné. Mais T'sais, au début, il devait être comme un témoin, puis rapidement... Sujet d'intérêt. Il était comme un témoin, puis tu sais, il était couvert de sang, mais ça s'explique parce que il était là, puis il a fait des manœuvres de réanimation. Sauf que dès le départ, les policiers le soupçonnent et pensent que c'est lui qui a commis le crime. Et on procède à son arrestation, on réunit les preuves qu'on a, on soumet ça au directeur des poursuites criminelles et pénales parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est lui qui va décider si on porte des accusations ou non. Exact. Puis souvenez-vous, à l'époque, je me souviens... Moi, les deux, j'étais là, j'étais présente, absolument. On convie les médias au palais de justice de Longueuil. On annonce une arrestation dans le dossier de Jeannick Dalcourt, qui était un meurtre. Tu sais, il faut le dire, ça avait vraiment soulevé l'indignation au sein de la population. Une attaque gratuite, une femme qui marche seule dans la rue. Je me rappelle, les gens avaient peur de sortir le soir faire leur jogging parce que l'image, c'est il y a un fou furieux. La police de Longueuil avait même dû faire à l'époque comme un peu une campagne de comme hey, ils ont même fait des travaux, du porte-à-porte, des travaux sur la piste cyclable. On en reparlera des travaux après, mais ça a eu une incidence sur l'enquête effectivement. Ouais, puis là les médias se présentent au palais de justice, tout le monde s'en va couvrir la comparution de ce monstre-là. Et là, coup de théâtre, le DPCP annonce qu'ils n'auront pas de l'avant. À la fin de la journée. Max, tu dis les médias, mais pas juste les médias qui sont allés cette journée-là. La famille. La famille. Ouais. La famille sont restés assis dans une salle d'audience pendant, comme c'est combien de temps une journée de cours, là? L'équivalent de 5 5 heures. C'est de 9h30 à 4h30 avec des pauses. Là, il y avait eu un débordement parce que c'est passé 5h30, là, je pense que l'annonce avait été faite. Et là, finalement, le DPCP qui rentre dans la salle puis qui dit, on demande de libérer monsieur parce qu'aucune accusation ne sera portée. Et là, Michael McDuff Jalbert, ce soir-là, il sort par la grande porte. Comme un homme libre. Comme un homme libre. Et là, les policiers, un an plus tard, donc on est rendu en 2015, on réinterroge Michael McDuff Jalbert, on resoumet le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales et encore une fois, on trouve que la preuve n'est pas suffisante et on ne porte pas d'accusation. Et là, cette semaine, gros dénouement dans l'enquête, la police de Longueuil qui a tenu une conférence de presse où on a annoncé qu'à la lumière de nouvelles méthodes scientifiques, on peut penser que c'est des nouvelles analyses. Peut-être des technologies qui n'existaient pas à l'époque. Puis peut-être aussi, c'est ça, puis peut-être des technologies
qui ne sont pas connus du public encore, parce que, tu sais, ça évolue quand même assez rapidement, ce domaine-là. Donc, conférence de presse, on annonce que là, il va comparaître. Pour vrai, la 3e fois aurait été la bonne. Michael McDuff-Jalbert, donc, qui est rendu aujourd'hui à l'âge de 35 ans, comparu sous une accusation de meurtre prémédité. Puis ça, c'est pas, tu sais, ça peut paraître le public, c'est peut-être pas vraiment questionné sur c'est quoi cette accusation-là, mais nous, on s'est posé des questions. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un meurtre prémédité? Parce que souvent, Michael, tu sais, c'est le meurtre premier degré, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce que soit c'est quelque chose qui a été prémédité, donc il la ciblait, ou il voulait tuer quelqu'un. Il la ciblait dans l'intention de la tuer, mais parce que... Ça peut aussi être un meurtre non prémédité, mais dans un contexte d'agression sexuelle. Exactement, ou de séquestration, dans des cas comme ça. On en discutait hier, on s'est téléphoné, puis je disais, parce qu'à ce jour, on sait pas encore si le motif était l'agression sexuelle, ou même si elle a été agressée sexuellement. Probablement que les policiers sont au courant. Ça avait été évoqué à l'époque, les policiers sont probablement au courant, mais ici, moi hier, j'étais sur le terrain, j'étais au palais de justice. Il y a rarement eu un vase clos là, autour des informations, tu sais, comme ils se font vraiment avares de commentaires. Mais pourquoi ça? Parce qu'on veut pas que ça déraille. Ça, exactement. Ça l'a déjà déraillé une première fois. Donc, c'est vraiment le processus judiciaire qui va nous permettre d'en savoir plus. Sauf que, tu sais, on a eu la discussion, ça changerait rien à ce niveau-ci de l'accusé d'agression sexuelle, parce que il fait déjà face à la pire accusation du code criminel. Parce que les gens, ils posaient la question hier, tu sais, puis Michael, tu le vois, quand quelqu'un est accusé de meurtre prémédité, ben souvent les autres accusations sous-jacentes, tu sais, si on prend le cas d'une personne qui a été enlevée, séquestrée, agressée et tuée, c'est rare qu'on va voir toutes ces accusations-là, parce que celle de meurtre premier degré reste. Ou ça peut être, puis là on discute, mais ça peut être aussi parce que il n'y a pas d'agression sexuelle qui a été commise, mais il y avait une intention, et donc, c'est selon la preuve, mais là, on discute. On le sait comme pas qu'est-ce qui s'est passé. On le sait vraiment pas, mais même là, ce qui est particulier, c'est que Frédéric Giguère a parlé à des proches de l'accusé. Exact. Mais ça, c'est bon. Elle a fait le portrait de cet accusé-là. Notre collègue au Journal de Montréal, Frédéric Giguère, tu le disais, a parlé à des proches de l'accusé. Des gens qu'on n'a pas entendu parler depuis le début. Et c'est vraiment renversant ce que l'accusé a dit. Il semble que dans la famille immédiate, là, c'était pas un sujet tabou de parler de cette histoire-là. Il parlait de cet événement-là. Lui, il a une déficience intellectuelle légère. Et justement, il a toujours parlé de ça comme un accident. Puis ce qui m'a marqué, c'est une des proches qui disait, avec son état, s'il avait quelque chose à se reprocher, il nous l'aurait dit, il en aurait parlé à un moment donné. Plus que ça, il disait que c'est un peu heureux. Que c'est pas du tout dans sa personnalité de faire ça. Ouais, mais en même temps. Mais après, quand on lisait l'article au complet, on comprenait qu'il y avait comme des trucs. Des anciennes conjointes qui ont dit, oui, il a déjà blessé des membres de sa famille. Fait que, moi, je peux comprendre que quand t'es dans la famille immédiate, puis que t'as un gars que t'as passé les 10 dernières années, il a tout le temps dit que c'était un accident ou que lui est arrivé là par hasard. Plus que ça, il dit qu'il était là pour l'aider. Oui, puis ce qu'il a Parce qu'il a vu, comme probablement, ce qu'on peut penser, c'est qu'il l'a vu blessé, tenter de faire des manœuvres, et là, c'est comme s'il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, puis que là, maintenant, il se fait... Mais moi, je vous confirme, j'ai pas de sources qui m'ont parlé de ça, mais les policiers ne vont pas porter des accusations à meurtre premier degré juste parce qu'il y avait du sang de sa victime sur ses mains. Il y a d'autres choses. Mais c'est ça, sauf que, tu sais, il faut comprendre aussi, cette enquête-là a été, dès le départ, ça a été difficile. Tu sais, les enquêteurs, je veux pas lancer la pierre aux enquêteurs ou aux policiers dans ce dossier-là, sauf que on a bouclé la scène de crime une première fois, comme c'est le cas pour toutes les scènes de crime, surtout les scènes de meurtre où c'est barré. On garde ça serré, tu peux pas entrer là, il y a des cordons, là, le cordon de police, les rubans de police. Puis souvent, ça dure 10-12 heures. Mais dans ce cas-là, ça a été fait. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a une vigile, une cérémonie à la mémoire de Génique qui est tenue à l'endroit où elle a été assassinée. C'est donc dire qu'il y a des dizaines de personnes qui viennent, qui piétinent le sol, qui peuvent peut-être jeter des choses au sol. Puis il y a eu des travaux des mondages, parce que la piste cyclable était mal éclairée. Donc, ils ont dit, on va aller couper des branches. Des cols bleus qui sont venus couper des arbres pour libérer, les lampadaires. Fait que ce qui a altéré une scène qui a été levée trop tôt. Ce qu'on peut penser. Est-ce que... Mais pourquoi ils l'ont rebouclé après, Parce qu'ils ont eu des éléments d'information le lendemain. Effectivement.
Puis il voulait aller retrouver ça, sauf que là, il se représente sur la scène, on reboucle le secteur. Là, c'est des dizaines de personnes. Ben, c'est exactement ça. C'est parce que les policiers, eux, ils regardent des traces de pas, ils regardent toutes sortes d'éléments. Des mégots de cigarettes, fait que dès le départ, ça a été compliqué, mais tu sais, moi, mes premières pensées quand j'ai entendu ça, c'était envers les parents de Yannick. Parce qu'ils ont été présents dans l'actualité. Ouais. Tu sais, la maman de Yannick, Monique, là, elle a beaucoup parlé dans les médias pour parler de ça. Moi, hier, j'étais assise derrière elle dans la salle d'audience. Puis tu sais, une comparution, là, ça dure 30 secondes, Mick? Moins d'une minute, là. Honnêtement, là, ils font venir le détenu, il est en visio. Puis la télé était juste comme en visioconférence, là. La personne, dans le fond, est sur Teams. OK. À même le on la voit poste sur de un police. écran, On la voit sur un écran. Elle est au poste de police. Nous, on est dans la salle d'audience. Puis là, il y a une caméra qui la filme, comme on voit de plus en plus depuis surtout la pandémie, là. Donc, ça évite des déplacements, ça évite des coûts. Donc là, il y a une télé qui est comme juste au-dessus de nos têtes. Là. Pour ceux qui nous voient, ils me voient regarder vers le haut. Là, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est comme une télé comme si t'es devant toi, mais en hauteur. Puis les parents ont fixé. Mettons, là, le 20 secondes qui a été à l'écran, ils l'ont pas lâché, là. Ils ont pas du tout lâché l'écran du regard. Puis c'était très émotif. Puis ce qui est particulier, on va voir souvent des enquêteurs se présenter. Tu sais, il y a souvent 1 ou 2 enquêteurs qui vont être là. Hier, c'était comme l'état-major là, qui était présent. Il y avait une dizaine de policiers. Ça vient aller chercher tous les enquêteurs qui ont travaillé là-dessus, les policiers. Tu les voyais là, arriver comme en masse, là, avec les parents dans le milieu. Pas ces enquêteurs-là, tu sais, il y en a peut-être qui ont pris leur retraite en cours de processus, mais il y a ces enquêteurs-là que ça va être le dossier de leur carrière. Absolument. Tu sais, c'est pas rien. Fait que ça explique peut-être la raison de leur présence. Absolument. Puis hier, le père a accepté de s'adresser aux médias, tu sais, juste dans une déclaration écrite. Puis c'était quand même touchant ce qu'il disait. Tu sais, évidemment, il en veut là, vraisemblablement à l'individu. Là, tu sais, on nous a enlevé Yannick, mais ce que moi, il m'a frappé dans son témoignage, c'est, il a dit, les enquêteurs nous ont dit qu'il allait jamais lâcher le morceau. Il allait jamais abandonner tant qu'il allait pas attraper l'individu qui a fait ça. Et ils ont tenu leur promesse. T'sais. Puis il a même nommé comme une personne qui est maintenant rendue lieutenant, là, Sophie Touga, qui était probablement, on peut penser une détective à cette époque-là, toujours détective, là, mais elle était peut-être sur le terrain. Puis il l'a dit, elle m'en avait fait la promesse, et voilà, promesse tenue. Puis pour eux, ça doit être quand même un soulagement. Sauf que on peut terminer là-dessus. C'est quand même délicat, ça. Je sais que ça se fait de temps en temps. Il y a des enquêteurs qui vont promettre à des familles de trouver l'assassin de leur fils, de leur fille. Ouais. C'est délicat de faire ça parce que il y a des policiers malheureusement qui s'en vont à la retraite puis ils sont tourmentés par ça parce qu'ils ont fait une promesse qu'ils n'ont pas pu respecter. Dans ce cas-là, moi Max, là, j'ai déjà fait une entrevue avec un policier à la retraite là, qui à ce jour encore a la photo dans son portefeuille de Julie Surprenant. Ah ouais. Parce qu'il l'avait, je sais pas s'il avait fait la promesse, mais il en avait fait sa mission de retrouver celui ou, tu sais, de retrouver, que le père de Julie Surprenant puisse avoir une finalité. Et on le sait qu'il n'y en a pas. Il y avait eu des aveux de la part d'un individu qui est décédé sur son lit de mort, avait fait des aveux. Mais, puis il y avait même eu, il me semble, une enquête là-dessus, là, de la part pour savoir si ces aveux-là, si l'infirmière qui avait obtenu les aveux pouvait les dévoiler. Mais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire là-dedans parce que, le corps a pas été retrouvé, l'individu est maintenant mort, donc on peut pas vraiment lui poser plus de questions. Puis ce policier-là, tu sais, qui se montrait comme très dur, quand il m'a montré la photo dans le portefeuille, tu sais, ça m'a quand même frappé, moi, de voir ça, parce que tu te dis, il est peut-être ce qui est délicat aussi, ou à tout le moins, c'est qu'ils ont fait une promesse, mais l'accusé, ça reste pour le moment juste un accusé. 100%. Il est présumé innocent. Là, maintenant, là, il y a un gros travail à faire, là. Peut-être qu'on va s'en reparler dans 15 ans dans la section archives. Peut-être, effectivement. Peut-être juste terminer, dernier point. Je veux que les gens soient au courant de ça, parce que moi, ça a pris un certain temps avant de m'en rendre compte, ou avant d'apprendre ça. On peut pas accuser 2 fois une personne pour un même crime. Donc, là, c'est leur chance. S'il est acquitté, évidemment, on peut aller en appel et tout ça, sauf que si les preuves sont pas suffisantes, puis c'est peut-être ça qui est arrivé avec le suspect dans le dossier de Yannick. La première fois, ça a été refusé par le DPCP, la deuxième fois aussi, parce que si on accuse et que le gars est acquitté et que, par exemple, on perd en appel ou que la preuve était pas suffisante, on peut pas le réaccuser, l'accuser une deuxième fois du même crime.
Avec la même preuve. C'est ça. Ben, c'est un dossier qui va être à suivre, un procès qu'on va surveiller, ça c'est sûr et certain. Il va être assurément très suivi au sein de la population. Ouais. Mickaël, il y a un autre événement qui avait quand même frappé l'imaginaire, hein? Une petite fille qui se fait frapper en allant à l'école. Proche de chez elle. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le monde se souvient de ça. La petite Maria, ce qui était frappant, c'est que c'était comme peu après le début de la guerre en Ukraine, puis cette petite fille-là était venue ici pour fuir la guerre. C'était une réfugiée, elle est venue avec sa mère. Son père est resté en Ukraine pour combattre au sein des forces armées contre l'invasion russe. Là, il y a eu une finalité, là, ou presque, on connaît presque une finalité dans le dossier, là, de l'individu qui avait été arrêté. Donc, pour l'avoir frappé. On se retourne en décembre 2022. Elle s'en va à l'école et en traversant la rue à un passage pour piétons, elle est frappée par une voiture, un SUV, un VUS, et la personne continue son chemin. Ça a choqué tout le monde, ça a relancé le débat sur la protection des piétons, surtout dans les zones résidentielles proches des écoles. Enquête policière très 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 rapide. L'après-midi, un conducteur se rend à la police de Longueuil en disant « J'ai peut-être frappé quelqu'un ». Juan Manuel Becerra Garcia, un homme de 46 ans, un père de 2 enfants, qui est arrivé, un citoyen canadien qui est arrivé d'Amérique centrale il y a une dizaine d'années. Et là, il est accusé de délit de fuite mortelle. Il plaide coupable. Ça avait vraiment choqué à l'époque, hein. 7 ans. La petite Maria, 7 ans. Ben oui, c'est ça. Puis tout le contexte, mais c'est ça, dans le contexte, tu sais. Il y a aucun enfant de 7 ans que ça sera pas triste, là. Mais là, ici, tu sais, la guerre en Ukraine, la petite fille, elle vient chercher la paix ici. Lors des funérailles, le père avait eu une permission. Absolument. Il était venu ici, c'était excessivement émouvant. Ouais. Et tous les yeux étaient tournés sur cet automobiliste. Et la question, c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qu'on apprend, la semaine dernière, il plaide coupable de délit de fuite mortel. Ouais. Et, prépare-toi, Maxime, une suggestion commune de 12 mois de prison, mais à purger dans la collectivité, c'est-à-dire chez lui. Ouais. Pourquoi, Mick? Conte-nous ça. Raconte-le. Parce que, ce qui choque, c'est, il a tué quelqu'un, comment ça, il écope de la prison à domicile? Mais en fait, ce qu'on a réalisé, la preuve, ce qu'elle montre, c'est un accident. C'est lui, il circulait à une vitesse normale, il s'en allait chez le dentiste. Certaines personnes disaient, ouais, mais il travaillait de nuit, fait qu'il était sûrement fatigué, mais en fait, non, parce qu'il a un rythme de vie comme tout travailleur de nuit, il dort le jour, il travaille la nuit. Ouais. Il avait fait son arrêt obligatoire, mais avec son VUS, un Grand Cherokee, c'est assez massif, mais il a pas vu l'enfant. Moi, Mick, là, j'ai bien de la misère à croire qu'il s'est pas rendu compte qu'il a frappé un enfant. Là, en parce fait, que, je pense qu'il s'en est rendu compte. Il a réalisé qu'il a frappé quelque chose. Ça, oui, c'est sûr qu'il a frappé quelque chose. Mais c'est ça. Max, mais la faute... quelque chose puis le corps d'un enfant de 7 ans. J'ai frappé une moufette. La faute, c'est pas tant la faute. C'est pas, sa faute, c'est pas tant d'avoir frappé l'enfant, c'est d'être parti. Parce que c'est un accident. S'il était resté sur place, s'il avait porté assistance... Ça a dû faire un méchant barda, là, dans son char, puis là. On ne contredit pas là-dessus. On a tout compris que ça... Mais ça a dû cogner. Ce que je veux dire, c'est que... Puis c'est ça, sa faute. C'est que il a fait de l'aveuglement volontaire. Okay. Il savait qu'il a fait frapper quelque chose. Est-ce que c'était un épaule? Est-ce que c'était un objet? Est-ce que c'était une enfant? Mais comment? C'était une enfant, mais il pouvait pas le prouver qu'il savait qu'il avait frappé un enfant. Bon, mais il savait qu'il avait frappé quelque chose, sauf que moi, si je frappe quelque chose, je m'arrête puis je disais, à un moment donné, je descendais en Outaouais, j'ai frappé quelque chose. Je suis débarqué de mon auto, j'ai regardé, puis c'était une moufette. Puis c'est ça qui fait que t'es pas accusé de délit de fuite? Ben là, franchement, mec, c'est une bête morte, là, on s'entend, mais tu sais, c'est pas... Là, t'as un enfant de 7 ans, puis je comprends que c'est un accident, parce que malheureusement, des accidents, ça arrive. Sauf qu'à partir du moment où il y a un impact avec ton véhicule, tu le sens. Des fois, tu fais juste tamponner une autre voiture, tu le sens. Fait que quand tu frappes une petite fille de 7 ans, et que tu poursuis ta route, tu dis, oh, j'ai frappé quelque chose, il regarde par ses miroirs, puis il s'arrête pas. Il est là, le crime, puis tant qu'à moi... Exactement. Ben oui, mais ça s'appelle un délit de fuite. Oui, mais je le sais, sauf que 12 c'est mois, pas 12 ans. juste un délit de fuite, là, tu sais, tu comprends? Moi, ce gars-là, à mes yeux, c'est un chauffeur, pareil, là, parce que c'est négligent, là, le citoyen moyen, quand il frappe, que ça soit une moufette ou un enfant, va s'arrêter. Tout à fait. Va se retourner, va regarder, va appeler les policiers, là, en constatant qu'il a fait
qui a commis un crime. Puis ça, c'est vraiment l'obligation légale que tout le monde doit faire. Que tout citoyen a. Tu racontes la trame factuelle. Ceci dit, c'est une trame factuelle qui a été présentée en cours parce que c'est ce que le ministère public aurait été en mesure de prouver. Moi, je me souviens que tu avais écrit un texte sur le fait que les autorités étaient incapables d'ouvrir son cellulaire. Tu sais, je peux pas dire je suis pas en train de dire qu'il utilisait son cellulaire, là, parce que là, il y a plus de coupables, c'est pas ça que les faits, mais il s'est peut-être passé quelque chose de négligent qui l'aurait mené, peut-être pas, mais le fait qu'on le saura. Il y a un doute, je sais pas, est-ce qu'on le sait, ça, pourquoi il voulait pas l'ouvrir? Ou est-ce qu'il a refusé son droit, je présume, non? En fait, c'est ça, c'est le principe, parce que les gens disent toujours, si t'as rien à te reprocher, tu vas faire ce que la police te dit. Son droit. Si j'avais un policier, avocat, son ex qui a rien à se reprocher, elle va laisser son ex rentrer chez lui parce qu'il est policier. On a des droits, c'est sûr que faut faire la balance, mais on a choisi d'être dans une société où le policier ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Comme lectrice, j'étais comme choquée parce que je me souvenais de cet article-là. Et je suis pas en train de dire, il était sûrement sur son téléphone, mais peut-être qu'il était sur son téléphone. Sauf que il faut que, peut-être pas Mick non plus parce que mais c'est ça. Le ministère public aurait pas été en mesure mais c'est ça la justice, c'est ils prennent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent prendre, ce que légalement ils peuvent prendre, puis ils regardent autour de ça. Il y a une caméra de surveillance qui a capté une partie de la scène. C'était un autobus de la STM qui avait une caméra, et même avec ça, on voit pas grand-chose, mais ce qu'on remarque, c'est que le soleil était aveuglant. Et rappelez-vous, le lendemain de l'événement, c'est que les accidents, ça arrive, mais s'il était resté sur place, il n'y aurait pas eu d'accusation. Ça aurait été tout aussi tragique. Mais là, ce qui est vraiment particulier, c'est rare les cas de délitude mortelle. Michael, il y a plein de choses autour de ça. Et c'est ça qui vient choquer. Je comprends le soleil aveuglant, je comprends tout ça, je comprends que c'est un accident, sauf que s'il sauve pas, cette petite fille, et il y aurait pas eu de crime. Cette petite fille de 7 ans-là aurait pas poussé son dernier souffle tout seul, étendu sur l'asphalte dans la rue. Elle aurait eu quelqu'un qui la tient dans ses bras et disant reste avec nous. C'est comme, rappelez-vous l'histoire de Clarissa Saint-Amandel à Brossard, qui avait été happée par un chauffeur qui se cherchait du McDo à tout prix après une soirée festive. Lui, là, il a eu 2 ans de prison, OK? Il y avait des facteurs vraiment aggravants, là, contrairement à ton individu. Puis c'est pas le même chef d'accusation aussi. C'était délit de fuite que, tu sais, il y avait eu, dans le fond, c'est que lui, il a eu conduite dangereuse parce que, il avait fait de la conduite dangereuse parce qu'il roulait comme un fou, là. Tu sais, il avait été trahi, lui, par son téléphone, qui captait comme toutes ses vitesses puis tous ses déplacements. Donc on l'avait vu quitter un bar, aller au McDo, fermer. Il a fait 5 McDo, Max, tu te rappelles de ça? T'étais venu prendre des photos, tu sais. Puis ça, c'était vraiment, puis ce que tu viens de dire, la mère de Clarissa en cours, quand elle s'est adressée au juge, avait dit ça. Tu l'as laissé comme une vidange en arrière de toi, puis lui, il est allé chez lui, puis contrairement à ton individu, toi, il s'est quand même rapporté à la police. Lui, il a senti la soupe chaude, puis il a fait « OK, t'as peu, je suis un homme recherché. » C'est rendu à la police. L'individu dont moi je vous parle était resté chez lui, avait tenté de camoufler son crime un peu, là, en cachant sa voiture. Ici, c'est vraiment différent pas parce la même que chose. Quand il s'est présenté à la police, il a dit « J'ai peut-être frappé quelque chose. » Les policiers, évidemment, ils vont aller voir la voiture et il n'y avait aucune marque de collision. Elle passait comme sous les roues. Quoi, ou... On le sait pas, mais aucune marque de collision. Fait que là, il a demandé, c'était quand, c'était à quelle heure. Ouais. Il est allé, c'est la police de Longueuil qui ont appelé les enquêteurs de Montréal pour dire, est-ce que vous cherchez quelqu'un est venu nous dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, on a regardé, on voit rien sur la voiture. Donc lui, il a collaboré avec les policiers, il a expliqué ce qui s'est passé. Et justement, c'est ça. Puis ce qui est différent aussi dans cette histoire-là, c'est que la mère de la petite Maria, elle était présente à la cour jeudi passé, jeudi après-midi quand c'est arrivé. Elle est restée très digne, elle est restée très droite, et elle n'a pas voulu s'adresser aux médias, mais ce que la procureure de la Couronne, Sylvie Duluth, nous a dit après, c'est que elle est satisfaite, parce que justice a été rendue. Ce qui comptait pour elle, c'est qu'il y a un plaidoyer de culpabilité et qu'ils reconnaissent que il a fait défaut de s'arrêter et qu'il aurait dû s'arrêter. Mais pour le reste, tu vois qu'elle fait son deuil, c'est une femme très très digne, gardait la tête haute, elle était entourée d'une intervenante du CAVAC, d'une interprète ukrainien-français. C'était quand même très touchant de le voir. Là. Ça doit. Mais c'est choquant. Tu sais, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Non, mais Mick, c'est quand même un crime qui est c'est un délit de fuite, mais imaginons,
enlevons le délit de fuite, ça reste tragique. Un enfant de 7 ans qui meurt, puis on écrit mais régulièrement... Mais toute seule, Mick, c'est ça. Ben, on écrit, toi, Maxime, t'écris régulièrement sur des accidents. Oui. Puis je fais la différence entre collision puis accident. Accident, c'est vraiment accidentel. Il n'y a pas d'accusation criminelle qui sont portées. Non, mais il y a des collisions accidentelles. Là. Exactement, mais ouais. C'est tragique. Dans tous les cas, ça reste tragique. La petite Maria, puis n'importe quelle victime mérite que quelqu'un s'arrête, aille voir si, tu sais, puis il y avait quand même des ça, passants, c'est valable pour fait qu'évidemment, quelqu'un est venu rapidement toutes les personnes secours, qui décèdent devraient avoir quelqu'un autour d'eux. Les personnes qui décèdent seules chez elles, de maladie, c'est tragique aussi. Oui, mais là, on parle d'un enfant qui allait à l'école, tu sais, puis... Mais ça marque les esprits, ça c'est sûr, 100%. Mais il faut démystifier parce que il n'est pas accusé de conduite dangereuse. Puis je pense que c'est vraiment ça le message. Mais ça, c'est super important d'en parler, bien sûr. Exactement. Mais il faut pas faire comme si c'était de la conduite dangereuse. Il faut pas non plus banaliser le fait que tout ce qu'il a fait, c'est ne pas s'arrêter, parce que c'est vraiment très, très grave de ne pas s'être arrêté. Ben, c'est ça. C'est surtout ça, là. Puis évidemment, il va y avoir un casier judiciaire, puis... Il va écouter Netflix pendant les 12 prochains mois chez lui. C'est sûr que la peine exact, la peine de détention à domicile. On peut changer de sujet. La sentence, elle sera rendue dans un mois. Dans le fond, le environ. juge devra simplement... Exactement, c'est une suggestion commune. Entériné. Donc, ça devrait être entériné. Puis dans des cas de suggestion commune, pour ceux qui le savent pas, le juge, souvent, se doit de l'accepter, sauf s'il juge que c'est déraisonnable au niveau de la loi, là. C'est très rare qu'on voit un juge pas respecter ça. Merci, Mick. On a parlé de fraude la semaine passée, Miguel, parce que tu nous avais parlé d'une madame qui avait fraudé un fonds de recherche pour le cancer. Puis, le hasard a voulu que je sois tombée sur une histoire au palais de justice d'une madame qui, comme celle de qui tu nous as parlé, avait l'entière responsabilité des livres comptables dans la petite compagnie de 10 employés pour laquelle elle travaillait. Et à un moment, elle s'est mise à se faire des chèques à son nom, à imiter la signature de son patron. Se servir dans le plat de bonbons. Exactement, mais elle a dérobé plus de 400 000 $ en 5 ans. Tu sais, c'est quand même incroyable. Un bon salaire. Et c'est à cause d'un audit un peu comme aléatoire de revenus, tu sais, habituel de Revenu Québec, qu'on a réalisé qu'il y avait un problème dans les finances. André Brenu-Prénovo avait plaidé coupable déjà, et là, maintenant, elle risque 3 ans de prison pour ça. Sauf que elle, ce qu'elle est venue dire à une juge, c'est qu'elle était beaucoup trop hypothéquée, beaucoup trop malade, elle était pas en forme, elle a des problèmes de mobilité puis de cœur. Donc, elle aimerait bien ça, purger sa peine, à regarder Netflix dans le confort de sa maison sur son salon. Vous faites exprès pour m'allumer. Mais c'est ça, elle, qu'elle demande. Donc, cette histoire-là, c'était vraiment à fendre le cœur. La victime là-dedans, qui est un monsieur vraiment, un homme d'affaires, qui a parti une business d'importation de vêtements, ça a été sa première employée. Oh, ouais. Il y a 25 ans. Ils étaient comme pas, tu sais, proches au point de se voir à chaque semaine, mais ils ont déjà fêté Noël ensemble. Okay. Ils ont déjà été aux anniversaires de leurs enfants respectifs, là. La madame, là, la fraudeuse, elle était la voisine de bureau du fils, de la fille de la victime, Michel Joannis. Il travaille avec ses filles. Puis, donc, tu sais, on peut penser, si on est dans un bureau, là, la personne qui travaille à côté de toi, là, c'est la personne avec qui tu vas luncher, avec qui tu vas... doit être énorme. Ben, exactement. C'était vraiment incroyable. Ce monsieur-là, il est venu témoigner, puis c'était vraiment triste parce que il s'est senti honteux, déjà, tu sais, de rien avoir vu. Mais il y a aussi eu à éponger tout ça, là, tu sais, pour une petite compagnie, là. C'est lui qui s'est retrouvé avec les dettes? Ben, ce qui était particulier, Max, c'est que ce monsieur-là, c'est quelqu'un, il dit, moi, je vivais bien, là. Il dit, évidemment, j'avais à chaque année mon voyage dans le sud avec ma femme. Ça, c'était... Mais je dépensais pas à outrance, malgré, donc, grâce à si on veut, sa capacité à avoir une bonne gestion de ses finances, ils ont pu finalement éponger. Puis, tu sais, s'en sortir, là, tout le moins, là, puis que ça ait pas trop de dommages. Il a pas eu à fermer sa business, comme moi, j'avais vu dans d'autres cas où les gens se sont retrouvés comme un peu obligés de fermer. Il y a un mot qui m'a fait tiquer, tu me disais qu'ils se sentaient honteux. Ben, bien sûr. Puis ça, c'est ce qu'on voit tout le temps, mais ils ont pas à avoir honte. Ils ont été ciblés par des professionnels. Oui. C'est des fraudeurs professionnels qui savent ce qu'ils font.
ils ont un plan, ils savent comment le réaliser. Elle allait tout changer les états financiers. Dans ce cas-là, ce que je comprends, elle est devenue professionnelle au fil des années. Absolument. Elle a affiné ses techniques parce que Absolument. Elle avait rendu à quel âge aujourd'hui? Ben aujourd'hui, dans 70aine, là, t'as le genre, okay. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de honte à avoir de se faire frauder. Absolument. Mais ce qui était comme vraiment, je sais pas si la madame est venue témoigner en cours en pensant que ça, on allait tout faire comme, c'est pour ça qu'elle a fraudé. Oh, pauvre madame. Non, parce que ça a eu l'effet contraire. Elle est venue raconter qu'elle, l'argent, là, c'était pour payer l'école privée de sa petite fille. La juge était comme, elle a pas de parents, cet enfant-là. Tu sais, comme pourquoi tu dérobes ton patron pour aller payer de quoi de superflu, là, on va se dire, là. Elle avait besoin de payer le patin, les cours de patin de sa petite fille. Elle allait payer jusqu'à 7 000 $ de temps de glace à sa petite fille. Puis, tu sais, donc, c'est pas des choses que, tu sais, la juge, c'est drôle parce qu'on voit rarement, les juges vont rarement intervenir. La juge a vraiment confronté cette madame-là. Elle lui a même demandé, sont où vos proches? Sont où vos enfants? Eux, ils ont pas réalisé que vous viviez vraiment au-dessus de vos moyens, là, tu sais, cette madame-là qui a un emploi, tu sais, c'est une madame qui gagnait comme peut-être elle disait entre 30 et 40 000 $ par année. Puis le déclic qu'il y a eu, c'est qu'elle a réduit son temps de travail. Au lieu de travailler 5 jours semaine, elle s'est mise à travailler 3-4 jours semaine, à un moment donné, 2-3 jours semaine. Puis c'est là qu'elle a réalisé que elle avait peut-être plus l'occasion parce que, tu sais, son salaire a diminué, évidemment. Puis c'est un peu là qu'elle a commencé. Puis elle a dit, si c'est à refaire, je resterai à 5 jours semaine. Tu sais, comme si... comme sans remords un peu, tu sais, sans scrupule, puis elle a exprimé des remords, là, s'est excusée et tout, mais la procureure de la couronne, j'ai trouvé ça comme, ça m'a fait réfléchir quand elle a dit ça, elle dit, est-ce qu'elle a des réels remords ou est juste parce que ce serait pas la triste de s'être fait prendre? Puis ça, c'est la question qui se pose souvent. Oui. Parce que ça fait partie du jeu, s'excuser, faire acte de contrition. Souvent, ça permet d'avoir un facteur atténuant qui permet de réduire la peine. Mais ça, tout le monde le sait. Les avocats le savent très bien, ils préparent leurs clients, ils leur expliquent. Mais souvent, là, quand c'est des vrais remords sentis, on le sent. Tu sais, c'est devant le juge, c'est plus difficile de jouer la comédie. Les juges sont pas dupes non plus. Ouais. Quand c'est un discours formaté avec une personne, par exemple, dont le niveau de langage est plus bas, puis tout d'un coup, pour s'excuser, il utilise des termes grandiloquents qui, de toute évidence, ne font pas partie de son vocabulaire courant. Là, c'est sûr que les juges, ils se posent des questions. Plus que ça, cette madame-là, parce que, tu sais, souvent, dans des cas de fraude, on le sait, il faut qu'ils remboursent. La semaine dernière, on en a parlé, il y a une madame qui va être obligée de rembourser, une famille qui va être obligée de rembourser presque 1,4 million. C'est ça, 1,4 million de dollars, là, bonne chance. Ici, cette madame-là, elle devra rembourser, mais elle ne pourra pas, là. Ça l'a été dit dans la salle d'audience, c'est illusoire de penser que cette madame-là, parce qu'elle ne vit que de ses rentes aujourd'hui, n'est plus en âge de travailler, elle n'a pas la forme physique non plus pour travailler, et elle a proposé un plan de remboursement de 150 $ par mois, qui commencerait là. Là, la juge était comme, tapeuse. Attendez, là. Vous, là, vous avez été pris, là, cette madame-là, elle pourrait... si elle meurt à 164 ans. C'est ça, exact. Non, mais c'est ça. Cette madame-là, là, elle a été prise là au fait en 2019. La juge, encore une fois, dit, et depuis 2019, rien n'a été fait. Elle a été accusée là aux alentours là, de 2021-2022. Quand vous avez été accusé, il n'y a pas de l'argent qui a été mis de côté pour votre victime. Donc, c'est comme des moyens qui sont là en ce moment pour présenter, montrer que là, on veut se réhabiliter, mais c'est comme très -1 qu'on veut se réhabiliter. Elle a été arrêtée en 2019. Ce qui est arrivé, c'est vraiment particulier. Monsieur Johannis, là, ce qu'il a fait, lui, c'est que la madame, là, faut que je raconte ça, là, comme il me l'a raconté à la sortie de la salle d'audience. Il raconte que lui, Revenu Québec, lui montre un chèque, là, le confronte un peu avec « c'est quoi ce chèque-là? » Il dit « je sais pas, je vois pas pourquoi il y aurait un chèque qui aurait été fait au nom de mon adjointe comptable. » Puis là, il voit « mais c'est votre signature. » Puis c'est sa fille qui fait « on passe pas ta signature, ça? » Fait que là, il dit « tu sais, c'est un petit bureau, ma voix porte. » Puis il a comme dit à quelqu'un de venir parce qu'il pense qu'il avait été victime de fraude. Eux, ils comprennent pas sur le coup nécessairement que c'est elle, là. Cette madame-là a dit à un autre de ses collègues je vais aller dîner chez moi, on se revoit tantôt. Jamais revenu.
Elle est partie, a senti la soupe chaude, a pris la poudre d'escampette. Elle a compris qu'elle venait de se faire prendre. Exactement. Ils ne l'ont jamais revue. Donc, lui, pour la retrouver, là, pour la retracer, il a engagé un détective privé. Et c'est le détective privé qui a tout mené l'enquête. Il l'a rencontré, il l'a confronté, il a fait sortir les 104 chèques qu'elle a fait dans les dernières années. Et elle a fini par tout avouer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la police par après, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que le détective a fait une belle passe sa palette aux enquêteurs qui ont soumis ça au DPCP puis qu'il y a eu des accusations. Donc, plusieurs années après, tu sais, on parle de 2019 que la fraude s'est terminée. Mm-hmm. Puis, je me rappelle pas si c'est en 2021 ou en 2022 qu'elle a été accusée, là. C'est juste parce qu'on est 5 ans plus tard. Oui, absolument. Non, mais c'est ça. Ben, exact. Puis 150 $ par mois, depuis 5 ans, je vais pas me faire cette... Mais faites-le à la maison. C'est juste, je comprends que le système judiciaire est engorgé, mais... non, mais il y a eu... Il s'est écoulé 1 an de procédure judiciaire avant qu'elle plaide coupable. Tu sais, elle est accusée, mettons, en... Non, mais c'est juste que des fois, je vous accompagne dans les palais de justice, puis on repousse à telle date. Michael ne sera pas d'accord avec moi comme d'habitude, mais je trouve ça long. Ben, c'est très long, mais bien sûr. Sauf que ce que tu dois comprendre, Max, c'est que la couronne a un fardeau. Hein. Le ministère public a un fardeau de faire en sorte que les délais doivent pas dépasser des plafonds pour pas qu'il y ait une requête Jordan en arrêt des procédures pour trop long délai. Mais quand c'est à la demande de la défense, là, le report, ça... Puis souvent, dans les cas de fraude, c'est des dossiers compliqués parce que l'avocat, il doit consulter toute une preuve jury-comptable, puis lire un rapport jury-comptable. Des fois, il doit avoir des experts. C'est compliqué. Mais dans ce cas-ci, c'était pas long, là. Tu sais, elle a été arrêtée... elle a été, comme je t'ai dit, accusée fin 2021 ou 2022. Elle a plaidé coupable en 2023, puis là, on est comme en 2024, puis dans le sens que, oui, ça paraît long, mais tu sais, il n'y a pas eu de... Ce monsieur-là, lui, il est juste content, cette victime-là, Michel Joannis, c'est juste content que qu'elle ait plaidé coupable, puis que... Puis la couronne, elle réclame combien dans... 3 ans. 3 ans de prison. Puis eux, ils demandent 2 ans... Soit 3 fois plus que le monsieur qui a frappé Maria. Mais on va terminer ça là-dessus. On compare un peu des pommes avec des oranges ici, là. Juste pour, tu voulais juste faire ton point, Max. Merci beaucoup. C'était des sujets vraiment intéressants, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes. Merci. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.